On va démarrer et je tiens à vous accueillir chaleureusement à cette deuxième session. C'est la deuxième partie et je suis content de vous accueillir. Bravo à tous pour votre persévérance et aussi votre indulgence concernant ces difficultés de son et la persévérance puisque vous êtes de nouveau ici. Alors, je tiens à vous remercier aussi pour toutes les personnes qui ont pris le temps de me donner un feedback que j'ai beaucoup apprécié. À la fois pour l'effort que vous avez fait parce que ça vous a pris du temps et surtout pour les informations que vous m'avez données. Et ce que j'ai compris le plus, c'est que vous êtes en attente d'outils concrets de management, plus particulièrement. Eh bien, c'est ce que nous allons faire le plus possible. Avant de continuer, très rapidement, je vous propose de revenir très rapidement sur les points clés. Ça va prendre 5 minutes maximum. Ce que nous avons travaillé la fois dernière, c'est d'abord ce que l'on attend d'un manager, c'est d'agir, prêcher par l'exemple, prendre des initiatives, prendre des décisions et surtout faire agir et aussi faire face sans retard, sans délai, quand il faut agir d'une certaine manière, quand certaines personnes ont des comportements divergents. Alors maintenant, quoi d'autre? Eh bien, 3 qualités essentielles. L'enthousiasme qui est communicatif, l'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre ou des autres pour les comprendre de l'intérieur, le courage de prendre le risque d'être impopulaire, le courage de prendre des décisions qui ne vont pas plaire à tout le monde, le courage de dire des choses quand c'est positif ou non. Alors, nous avons travaillé la molécule de la motivation, nous avons travaillé les outils de l'influence et l'une des principales idées clés et des constats, c'est que plus que les systèmes, les méthodologies, c'est notre attitude qui a le plus d'influence sur les autres. Maintenant, nous allons reprendre là où nous avons arrêté et travailler, puisque vous voulez du concret, 2 attitudes clés qui sont l'attitude directive et l'attitude participative. Alors, nous allons partir d'un cas. Je vous avais montré une vidéo et c'est à partir de là que tout a commencé à vasouiller, puisqu'on n'avait plus de son. Donc, ces vidéos, je les ai toujours. Si nous avons le temps, nous allons les regarder et si le système nous le permet. Maintenant, on va faire autrement. J'ai préparé un cas que je vais vous montrer et soumettre. Et ensuite, eh bien, je vais vous dire ce que nous allons faire. Alors, d'abord, vous avez décidé d'annuler un recrutement extérieur pour confier ce poste à un collaborateur de l'entreprise. Les raisons, la direction du groupe à laquelle vous appartenez vient de décider de privilégier au maximum le recrutement interne et réserver exclusivement le recrutement extérieur pour des compétences indispensables et inexistantes dans l'entreprise. Alors, vous devez maintenant annoncer cette décision à Laure Chevalier, votre responsable de la communication. Or, celle-ci est très enthousiaste à la perspective du recrutement d'une jeune candidate de la même formation qu'elle et qu'elle aurait pu former à sa manière, à la différence du collaborateur d'entreprise qui est rapidement opérationnel. Bon, alors, imaginez que vous soyez ce manager et vous avez en face de vous Laure Chevalier et vous allez lui annoncer cette décision. Avant de commencer, je vois qu'il y a eu des messages sur le côté. Bonjour, mettez-vous sur votre téléphone. Ok. Bon, alors donc, je vais faire une simulation et en même temps, je vais faire apparaître les différentes phases de l'entretien. Observez bien parce qu'il y a des phases très précises. Après, on va les dégager et on va en discuter. Alors,
tout d'abord, donc, j'ai Laure Chevalier devant moi. Je lui dis, bonjour Laure, comment allez-vous? Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, dites-moi, cet entretien hier avec votre client, là, ça s'est bien passé? Etc. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un accueil positif. Ensuite, je lui dis, Laure, je vous ai demandé de venir car j'ai décidé d'annuler le recrutement de votre collaboratrice, le recrutement extérieur, et de nommer à sa place Robert Dupont, qui est un cadre interne et qui va travailler avec vous. Et ça, c'est ce que on appelle l'annonce de décision. Et ensuite, silence. La collaboratrice va réagir. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Différentes choses. Je comprends pas, nous étions d'accord pour ce recrutement extérieur, ou alors le collaborateur que vous nommez, il a un salaire beaucoup plus important, ou alors à quoi ça sert de laisser mener ce recrutement alors que de toute façon c'est vous qui décidez. Je la laisse s'exprimer, je l'écoute. C'est toujours la phase de silence. Et ensuite, je lui ai dit, Laure, je comprends tout à fait votre réaction. Et si j'ai pris cette décision, je vais vous dire pourquoi. Le comité de direction auquel je fais partie a décidé hier de privilégier exclusivement les recrutements internes et les promotions internes, de manière à ce que chacun méritant sache qu'il a toutes ses chances d'évoluer dans l'entreprise, et pour la motivation, c'est essentiel. Ça, c'est une phase qu'on appelle l'explication. Et ensuite, je lui dis, alors Laure, compte tenu de cette décision, comment allez-vous faire pour intégrer le mieux possible ce nouveau collaborateur, de façon à ce qu'il s'intègre à votre équipe et qu'il soit opérationnel dans les meilleurs délais, c'est-à-dire 6 semaines maximum. Ça, c'est une autre phase qu'on appelle une phase de motivation, où j'invite la collaboratrice à trouver des moyens, des solutions pour mettre la décision en application. Et ensuite, dernière phase, concrétisation. Bien. Alors, analysons cet entretien. La première phase, un accueil positif. Un accueil positif, bon, je montre de la considération pour la personne. Maintenant, si je veux que mes collaborateurs croient à ma considération vis-à-vis d'eux, cet accueil positif, je ne vais pas le faire seulement à un moment particulier où j'ai besoin d'eux. Deuxième phase, j'annonce la décision directement, sans détour. Quel est l'intérêt? Eh bien, c'est que dès le départ, ma collaboratrice sent et comprend que cette décision est irréversible. Surtout que, tout de suite après, je fais un silence. Quel est l'intérêt de ce silence? Il a deux avantages particuliers. J'annonce la décision directement et je fais un silence. Par cette attitude, je renforce le fait que cette décision soit irréversible. Et aussi, le silence permet à ma collaboratrice de réagir. Car quand on annonce quelque chose qui ne convient pas à quelqu'un, la personne éprouve le besoin de réagir. Et là, je la laisse s'exprimer et s'exprimer jusqu'au bout. Et ensuite, je montre de la compréhension. Je peux me mettre à la place de quelqu'un qui peut réagir face à quelque chose qui ne lui convient pas. Je l'écoute, je la comprends et je le lui montre. Seulement, est-ce que dans mon attitude, je lui laisse supposer que tout en la comprenant, je suis prêt à revenir en arrière et à changer cette décision? Certainement pas. Et aussi, ensuite, j'enchaîne sur une autre phase, c'est explication. Et ça, c'est une phase capitale. C'est à la base de ce qui peut se passer après, c'est-à-dire que la collaboratrice repart motivée. J'ai aucune chance qu'un collaborateur ou une collaboratrice repart motivée si je lui impose quelque chose et qu'elle ne connaît pas le but ni le sens. D'où explication.
quand j'ai donné des explications, est-ce que je me suis justifié? Est-ce que je donnais un certain embarras? Alors, quelle est la différence entre justification et explication? Explication, c'est concret, c'est factuel, je suis tourné vers la personne et vers le futur, chaque fois que possible. Justification, je reviens sur le passé, je parle plutôt de moi, je montre un certain embarras. Et l'inconvénient, c'est que par cette attitude de justification, j'encourage la collaboratrice à revenir à la charge parce qu'elle croit que par mon attitude, si elle contre-attaque, si elle argumente, elle va me faire changer ma décision. Si le collaborateur face à moi pense à cela, il va ne faire que ça, trouver des moyens pour argumenter, objecter. D'où explication et non pas justification. Je répondrai à vos questions après sur ce point. J'espère que vous allez en poser parce que c'est particulièrement important. Et ensuite, motivation. Ma collaboratrice est compétente. Elle sait mieux que moi qu'est-ce qu'il faut mettre en place, comment il faut faire pour que cette décision marche bien. Elle a une latitude, elle a une autonomie sur le sujet, je lui fais confiance. Et là, je lui pose des questions. Comment allez-vous faire pour? Et ensuite, concrétisation. Quoi, quand, dans quel délai, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un entretien directif. Et comme le disait Octave Géligné, il n'y a de classe dirigeante que courageuse. Le courage pour trancher ou pour prendre des décisions qui, je sais, ne conviendront pas. Et le courage aussi de l'annoncer. Alors, pourquoi et quand être directif? Est-ce que j'ai été directif avec cette personne par hasard? Eh bien, d'une part, il y a l'urgence. Ensuite, il y a une divergence d'intérêts entre ceux des collaborateurs et ceux d'entreprise. Je ne peux pas m'attendre à ce que spontanément, un collaborateur fasse des propositions qui vont à l'inverse de ce qu'il veut ou de sa motivation. Là, je ne peux que trancher. Et quand le niveau de motivation du collaborateur va à l'encontre de l'objectif, bon, ça confirme, ça conforte ce que je viens de dire. Et aussi, quand le collaborateur n'a pas les ressources, les moyens, les informations nécessaires pour décider lui-même. Là, je vais prendre une décision et, bien entendu, je donnerai les explications. Alors maintenant, avant de passer à une autre attitude complètement différente, c'est l'attitude participative, eh bien, je vous invite à réagir. Quelles sont vos questions et réactions? Allez-y. Nous avons le temps. Prenez le temps. Alors, sinon, quand des questions viendront, notez-les et j'y répondrai après. Je tiens absolument à répondre à toutes vos questions ou objections, car vous pouvez avoir un point de vue différent. Alors, au cours du webinaire et tout ce qui va suivre, vous avez des questions, posez-les. Ah, j'en vois une, c'est Renaud. Comment être efficace dans cette démarche? Je pose cette question car je pense que peut-être, ça peut être vu comme hautain, dire que l'on comprend pour avoir les collaborateurs dans la poche. Ah, effectivement, c'est un point clé. Si vous dites que vous comprenez et que ce n'est pas le cas, ben vous aurez l'effet complètement inverse de ce que vous souhaitez. Écouter le collaborateur, d'abord c'est écouter un collaborateur, comprendre un collaborateur, c'est aussi se préparer avant, se mettre dans un certain état d'esprit. Je vais être directif, j'ai pris une décision, je vais me poser la question, comment ma collaboratrice peut réagir? Quels sont les inconvénients pour elle? Telle que je la connais, quelles sont ses réactions? D'accord. Là, je me mets
des gens en condition pour accepter d'abord qu'elles puissent réagir et aussi comprendre. Voilà. D'où il n'y a pas de technique, entre guillemets, parce que l'entretien qu'on travaille comme d'autres ont des phases très précises, mais le contenu, c'est nous qui allons le mettre, ce contenu. Et d'où l'importance d'une sincérité. Si j'écoute ma collaboratrice, je me mets à sa place, je comprends et je le lui dis. Alors, il y avait un autre élément sans doute dans votre question, de concrétisation en dernier lieu. Alors, attendez, il ne faut pas être concrétisation. Comment je pose la question, je pense que ça va être considéré comme autant. Vous savez, les collaborateurs attendent aussi de leur manager qu'ils prennent des décisions et prennent ses responsabilités. Et il y a une façon de le dire. Maintenant, si un manager prend toujours toutes les décisions et directives à 100%, là, il est démotivant. Et on va voir ça après avec une autre attitude et on verra l'intérêt des deux attitudes. Alors, comment donner suffisamment d'explications sans être dans la justification? Alors, oui, explication au singulier le plus possible. Il vaut mieux une bonne explication sur laquelle on se tient que donner toute une série d'explications, même si elles sont justes, même si elles sont complémentaires. Plus j'en donne, plus je donne l'impression de me justifier. Maintenant, si il y a plusieurs explications nécessaires, je vais m'efforcer d'être le plus factuel possible. Alors, voilà, sans être dans la justification. D'où préparation. Parce que si j'ai pris une décision, je l'ai bien posée, cette décision. C'est pas par hasard. Donc, je connais les raisons. Et si je me dis, quelles que soient les réactions de l'autre personne, c'est véritablement ça qu'il faut faire, là, je suis convaincu et je vais trouver les mots justes pour donner de bonnes explications. D'où préparation, peser sa décision. Ce que nous travaillons, c'est pas une technique qui a pour but de faire passer n'importe quelle décision. Si je ne suis pas suffisamment préparé et convaincu, le collaborateur me montre que ma décision est sujette à caution, là, je risque d'être très embarrassé et de tomber dans la justification. D'où préparation, les raisons de cette décision, les éléments clés, du concret et une explication sur laquelle je me tiens plutôt que plusieurs bonnes raisons. Alors, d'autres réactions. Vous pourrez de concrétisation en dernier lieu d'entretien. Ne serait-il pas plus directif d'en parler dès le début pour renforcer le côté irréversible de la décision? Alors, dans cet entretien, s'il y a différentes phases dans un certain sens, c'est précisément dans cet ordre-là que je renforce le fait que le collaborateur va sentir que cette décision est irréversible. C'est-à-dire, deuxième phase, après l'accueil, j'annonce directement la décision. Et c'est par ce fait-là, par ce côté direct, que le collaborateur va sentir aussi que cette décision est prise, est irréversible. Surtout que je renforce cela par un silence et je conforte encore. Alors, en dernier lieu, mais ne serait-il pas plus directif d'en parler dès le début pour renforcer? Oui, c'est pour ça, effectivement, que tout de suite, la décision est annoncée directement. Alors, ne faut-il pas déjà, c'est Jean-Marc, ne faut-il pas déjà avoir établi un climat de confiance auparavant pour pouvoir expliquer des choses difficiles à entendre? Oui, effectivement, la confiance, c'est quelque chose qui se construit avec le temps et en permanence. D'où aussi savoir écouter les collaborateurs, leur demander leur avis, les consulter, les aider aussi à réussir. Plus j'ai une relation de confiance et de considération réciproque, mieux aussi l'attitude directive fonctionne à une condition,
c'est que être directif, ce n'est pas autocrate, c'est pas l'être en permanence. Alors, passer de l'explication à la motivation directement peut s'avérer un point abrupt. Comment réussir à rebasculer dans la... Oui, effectivement. Dans l'entretien que je viens de montrer, ça a pris 2 minutes. Bien sûr, les différentes phases paraissent courtes, avec un enchaînement rapide. C'est vrai. D'où un entretien directif, je vais me donner du temps aussi. Il est rare qu'un entretien puisse se faire en 2 minutes. D'où la phase de motivation. Avant l'entretien aussi, je vais me préparer à donner une marge de manœuvre à mon collaborateur. Et plus mon collaborateur a une marge pour mettre en place la décision, qu'il puisse la mettre à sa manière, mieux le collaborateur sera motivé. Alors, autre question, même en étant sincère avec le collaborateur, il peut penser le contraire, sans doute influencé par sa déception, son désaccord sur la décision. Comment éviter que cela conduise à ternir l'image du manager et qu'il devienne le lourd qui refuse tout dans l'esprit des collaborateurs? Effectivement, une attitude directive motivante, c'est tout le contraire d'une attitude autocratique qui consiste à un management où on est toujours sur le dos des collaborateurs, on contrôle tout, on leur dit faites ceci, faites cela, etc., etc. Ça, c'est complètement démotivant. D'où une attitude directive quand les circonstances le requièrent. Et autrement, plus je suis participatif avec mes collaborateurs, plus ils sont motivés. Et quand à ce moment-là, je prends le choix d'être directif, ils se disent là, si mon patron ou mon chef, mon manager est directif, là, c'est que vraiment il se passe quelque chose et que c'est important. Voilà, et ça c'est totalement différent d'une attitude autocratique où on dit toujours faites ceci, faites cela, et avec un contrôle lourd. Alors, comment éviter? Voilà. Doit-on revenir à une phase de silence après l'explication si on observe que l'argumentaire n'a pas l'effet escompté? Oui, bien sûr. Bien sûr, je donne des explications et le collaborateur réagit à nouveau. Mais ça peut arriver et c'est pas rare. Et dans ces cas-là, effectivement, je vais laisser le collaborateur s'exprimer jusqu'au bout, sans l'interrompre. Car si je l'interromps, plus il est contrarié, voire même agressif, plus je l'interromps, plus je vais l'encourager à être encore plus en colère et encore plus agressif. D'où le silence aussi qui a son utilité pour permettre à l'autre de s'exprimer jusqu'au bout et aussi de se calmer. Donc, effectivement, ces différentes phases peuvent revenir, et notamment le silence et l'écoute. Bien. Et bien maintenant, nous allons continuer et passer à une autre attitude, une attitude participative. Ah, quels sont les freins à l'attitude participative? Eh bien, c'est le désir de gagner du temps. Souvent, on est sous pression et l'attitude participative nous oblige à passer plus de temps. Quoi d'autre encore? Eh bien, nos propres idées. Nous sommes attachés à nos propres idées et on a envie de les exprimer. Quoi encore? On peut avoir aussi des doutes sur la compétence et la motivation des collaborateurs. Je peux dire oui, mais à quoi ça sert de le consulter, de lui demander son avis? De toute façon, il n'est pas compétent ou il n'est pas motivé sur le sujet. Quelquefois, c'est une excuse qu'on se donne, souvent inconsciemment. Le besoin de montrer notre propre compétence. Et souvent, oui, nous sommes compétents, on a des solutions, on a envie de le montrer. Surtout si on veut gagner du temps en plus. Et le besoin d'aider les autres. C'est très positif, mais quelquefois, on fait du tort aux autres en voulant les aider.
je risque d'avoir une attitude paternaliste où je materne les collaborateurs avec les meilleures intentions du monde. Et dans ces cas-là, je freine son épanouissement et son évolution avec les meilleures intentions du monde. Alors, les collaborateurs eux-mêmes, quelles sont leurs attentes? Eh bien, ils apprécient d'être valorisés, d'être reconnus comme la personne unique qu'ils sont, et d'avoir la possibilité de décider par eux-mêmes. Quand ils ont de l'autonomie, ils peuvent prendre des décisions, ben, ils se sentent mieux. C'est humain. D'être écoutés, et c'est aussi les valoriser. Je les écoute, ça les valorise. Mais d'être écoutés vraiment. Et de participer. Alors, maintenant, nous allons prendre un autre cas. La direction du groupe à laquelle vous appartenez vient de décider de privilégier au maximum le recrutement interne et réserver exclusivement le recrutement extérieur pour des compétences indispensables et inexistantes d'entreprise. Ça ressemble à l'autre cas, hein? Vous êtes un directeur régional, vous avez, un collaborateur qui est directeur régional et qui s'appelle Philippe Durand et qui s'apprête à lancer un recrutement d'animateur des ventes. Vous pensez personnellement que la solution est de consulter la DRH, qui, vous le savez, a plusieurs personnes anciennes dans l'entreprise affectées pour d'autres fonctions. Donc vous pensez ça. Philippe Durand, lui, est parfaitement informé sur la politique de l'entreprise. Il est compétent, très motivé, et est attaché au développement de ses propres collaborateurs. Et il a dans son équipe plusieurs collaborateurs compétents. Alors, vous êtes ce manager et vous allez avoir face à vous, Philippe Durand, votre collaborateur qui est directeur régional. Alors, je vais simuler cet entretien. Là encore, je vais suivre différentes phases que je vais vous montrer au fur et à mesure. Et ensuite, on va dégager ces différentes phases et on va en discuter. Prenez des notes si vous voulez et préparez vos questions. Donc, ce serait bien que je me souvienne de son nom, Philippe. Donc, Philippe, bonjour, entrez, asseyez-vous. Dites-moi, ce tournoi de tennis, comment ça s'est passé? C'est un accueil positif qui est adapté en fonction de la personne. Et ensuite, Philippe, d'après vous, que faut-il faire pour avoir un nouveau collaborateur dans votre équipe qui soit motivé et qui s'intègre rapidement à l'équipe tout en respectant la politique de l'entreprise? Donc j'ai annoncé le but et en même temps, j'ai posé une question constructive. D'après vous, comment faut-il faire pour? Et ensuite, que faire? Bien, mon collaborateur réagit. J'ai dans mon équipe Robert qui est prêt à assurer cette fonction, par exemple. Et je peux lui dire oui, effectivement. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Robert réussisse dans cette nouvelle fonction le plus rapidement possible? J'écoute les propositions du collaborateur et ensuite, concrétisation. D'accord, Philippe, vous faites comme ceci, avec un plan d'action, telle étape, etc. Très bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle un entretien participatif. Le collaborateur va repartir cet entretien en mettant en œuvre ses propres idées. Les collaborateurs sont 1000 fois plus motivés par les idées et les projets qui sont les leurs que tous ceux qu'on veut concocter pour eux. Alors, comment faire? Donc, reprenons ces différentes phases, un accueil et un accueil positif adapté à la personne. Si j'ai déjà vu la personne plusieurs fois dans la journée, je vais certainement lui faire un autre accueil, plus court très certainement. Et ensuite, le but.
Philippe, je vous ai demandé de venir, ça concerne le recrutement qui est en cours d'animateurs des ventes. Voilà. Vous allez dire, pourquoi annoncer le but, même si le collaborateur est préparé? Bien souvent, quand on l'invite, il se pose la question, alors quel est le but, de quoi va-t-il me parler? Donc dès le départ, j'annonce le but, je réponds à une question implicite, et ensuite on entre tout de suite dans le vif du sujet, nous sommes efficaces. Et ensuite, question constructive. D'après vous, que faut-il faire pour? Là, je montre à mon collaborateur par mon attitude que je lui fais confiance, que je considère, que je prends en compte sa compétence et sa motivation. Donc, qu'est-ce que je fais aussi par là même? Je le valorise et je l'encourage à chercher des moyens et des solutions. Et ensuite, et surtout, je l'écoute. Et je l'écoute plus particulièrement, et je suis réceptif plus particulièrement quand il va évoquer ou proposer des idées différentes de celles à laquelle je m'attends, et différentes des miennes. Ah, c'est-à-dire écoute réceptive, j'accepte toutes ces propositions en faisant abstraction des miennes. Et ensuite, concrétisation. Alors, un collaborateur part de cet entretien en mettant en œuvre ses propres idées. Comment est-il? Voilà. Eh bien, les gens sont 1000 fois plus motivés en mettant en œuvre leurs propres idées que celles des autres, si brillantes soient-elles. Et ça, c'est un entretien participatif. Alors, comment être participatif et non manipulateur? D'abord, j'ai un objectif clairement défini, j'ai décidé d'être participatif, et là, je vais faire un large comment selon vous, qu'on peut formuler de 1000 manières. Hein. Qu'est-ce que vous proposez? Comment voyez les choses? Comment faut-il faire pour? Voilà. Maintenant, plus cette question est ouverte, plus le risque, c'est que la réponse soit éloignée de l'objectif, et je suis obligé de la refuser. Si le PowerPoint veut bien se manifester. Voilà. Et pour éviter, alors, si, par exemple, je pose une question et je refuse une proposition, c'est frustrant. Et le collaborateur peut se sentir manipulé, il peut se dire, à quoi ça sert qu'il me demande mon avis, si de toute façon, il refuse mes propositions et que je reparte avec ses idées. C'est de la pure manipulation, c'est frustrant. Alors, pour éviter ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai un objectif et je vais faire un large comment selon vous, seulement. En même temps, qu'est-ce que je vais faire? En même temps, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais définir le cadre. Je vais dire, que faut-il faire d'après vous, compte tenu de tels moyens et tels impératifs? C'est-à-dire que je vais évoquer en même temps les limites et les moyens. Et tant que le collaborateur est à l'intérieur de ce cadre, j'accepte toutes ses propositions et est dans sa zone de compétence et je lui fais confiance. D'où préparation. Préparation déjà pour choisir le style de management que je vais adopter, directif ou participatif, et je vais me poser des questions sur quoi? Eh bien, sur les limites et les moyens que je suis prêt à octroyer aux collaborateurs, d'une part, et d'autre part, sur sa motivation. Sur sa motivation, sur l'objectif à atteindre. Car je peux avoir un collaborateur très motivé en général, pas forcément sur cet objectif. Je vais me poser des questions aussi sur sa compétence. Si je le fais participer, et s'il n'a pas les moyens, la compétence suffisante, est-ce que je l'aide? D'où, je vais être participatif plus ou moins, oui ou non,
en fonction de sa motivation pour l'objectif à atteindre et aussi sa compétence. Et si, malgré cela, le collaborateur sort du cadre, là, effectivement, je vais refuser également, mais ça n'est plus de la manipulation, puisque dès le départ, je vais donner toutes les cartes. D'où préparation. Alors, maintenant, et avant de continuer, vos questions et vos réactions sont les bienvenues. Je voudrais voir si j'ai répondu à la dernière question. Doit-on revenir à une phase de silence après écrire? Oui, c'était répondu. Allez-y, posez vos questions. Doit-on revenir? Non, c'est toujours la même. D'accord. Je guette la boîte de chat et j'attends vos questions. Allez-y. Des questions, des objections. Hein. Vous avez le temps. Comme c'est très clair, à mon sens, je ne vois pas trop quoi demander. Ah, que vous êtes positif, tous. Bravo, j'ai de la chance. Alors, continuons alors. Ah oui. Comment pouvoir, alors c'est Paul qui pose une question, comment pouvoir réagir suffisamment rapidement et calmement à une idée qui serait à l'encontre des objectifs de l'entreprise? Ah, effectivement, si je suis pris au dépourvu, pris à froid et que je ressens cette réaction comme de l'hostilité, j'aurais beaucoup de mal à rester maître de moi. Alors, il y a des cas, on a intérêt à attendre. Vous savez, un service, une unité, une entreprise n'a jamais cessé de fonctionner parce qu'un dirigeant ou un manager a pris le temps de réfléchir. Des fois, on est pris au dépourvu, on peut se dire, bon, on va reprendre ce point à un autre moment, et je me donne du temps. Seulement, si je prends trop de temps, c'est-à-dire une semaine et plus, mon interlocuteur va croire que quand je lui annoncerai une décision, ça ira dans son sens. D'où prendre le temps, ça peut être 1 heure, ça peut être 24 heures, et ensuite, je vais pouvoir répondre avec la maîtrise nécessaire. Alors, quoi d'autre encore? Calmement, une idée qui soit... Oui, voilà. Donc, prendre le temps. Alors, quelquefois, on est pris par surprise, on est sous pression. Il y a juste le temps, ça va être quelques secondes. Hein. Le temps, par exemple, de respirer un bon coup. Hein, vous respirez un bon coup, et en même temps, quand vous expirez, vous dites « calme ». Ça m'arrive quelquefois, hein. Des fois, quelqu'un me vole dans les plumes ou j'ai l'impression qu'il me vole dans les plumes. Là, je respire un bon coup et je me dis « calme, Régis ». Puis après, ça va mieux. Quelquefois aussi, vous êtes en réunion, par exemple, vous animez, quelqu'un vous vole dans les plumes. D'accord? Ben là, qu'est-ce que vous pouvez faire? À condition de l'avoir préparé. Vous prenez votre verre d'eau, vous buvez une gorgée, vous reposez, et là, vous vous êtes donné du temps. Vous voyez? Alors après, je ne sais pas pour les autres, mais je ne voyais que la partie haute du diapo précédent. Ah bon?
Mais écoutez, merci de dire, parce que sur mon écran de contrôle à moi, apparemment ça marche. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Renaud, il faut dézoomer ta page pour voir toute la diapo. Merci Jérémy. Ensuite, c'est réglé. Alors, si le collaborateur donne son idée, qui pourrait convenir, mais qui est moins bonne qu'une idée que l'on a, comment lui dire que son idée n'est pas bonne sans le froisser? Ah, écoutez, si vous dites qu'elle est moins bonne que la vôtre, ça ne veut pas dire que la sienne est une mauvaise idée. D'où, au départ, s'appuyer sur le positif. Quelqu'un vous donne une idée qui vous paraît partiellement adéquate, vous prenez déjà ce qui est positif. Vous dites oui, effectivement, compte tenu de ça, d'accord. Ceci étant, et là on peut poser une autre question. Voilà. Ceci étant, dans les circonstances actuelles, compte tenu de ça et ça, quels sont les risques? Ou quels sont les inconvénients? Ou alors, compte tenu de ça et ça, quel avantage voyez-vous à ce que nous fassions différemment, d'après vous? Vous voyez? Mais là encore, vous voyez, je vous réponds, ça a l'air très, très facile. Oui, je suis assez habitué, c'est vrai. Maintenant, avant, dans votre préparation, posez-vous la question, telle que je connais mon collaborateur, quelles peuvent être ses réactions et ses réactions les plus dures? Et là, je prépare mes réponses. Comme on dit dans la communication, il n'y a pas de hasard. Alors, au vu du visage très décontracté que les nouvelles startups veulent donner, n'est-il pas préférable de choisir cette méthode participative plutôt qu'une méthode plus directive? Oui, bien sûr. Plus vous êtes participatif avec les collaborateurs, plus ils sont motivés. Et aussi, vous allez encourager un foisonnement d'idées et découvrir à quel point nos coéquipiers ont énormément de bon sens. C'est un autre effet positif de l'attitude participative. Absolument. Excellente question. Alors, avant ça, eh bien, pourquoi ou comment choisir le style directif ou participatif? D'abord, nous venons de voir deux attitudes, participatif et directif. Imaginez qu'un manager ne prenne jamais de décision. Il écoute tout le monde, il est d'accord avec tout le monde, il est d'accord avec le dernier qui a parlé. On l'appelle souvent le manager béni oui-oui ou, pire encore, le manager gentil. Est-ce qu'il répond réellement aux attentes des collaborateurs et de l'entreprise? Certainement pas. Maintenant, à l'inverse, un manager directif, il prend toutes les décisions. Il laisse aucune initiative aux collaborateurs. Il dit souvent ce qu'il faut faire, ce qui va pas. Le manager est exigeant aussi. Quel style de management? On peut l'appeler un manager autocrate ou un manager dur. Il y a des managers qui pensent que pour être efficace, il faut être dur. En fait, aucun de ces styles de management utilisés exclusivement n'est efficace. Chaque manager qui utilise ce style uniquement n'est jamais qu'un demi-manager. Alors, un manager efficace, c'est un manager qui fait l'équilibre entre ces différentes attitudes, qui est participatif le plus possible. Et là, il y a une bonne communication avec ses collaborateurs, il y a un climat de confiance et il y a des collaborateurs motivés. Et là, si à certains moments, il se doit d'être directif, là, les collaborateurs comprendront et accepteront mieux que cette attitude directive-là, elle était nécessaire. D'où
Un manager efficace est un manager qui s'affirme, c'est-à-dire qu'il est entre les deux extrêmes. Il est ni gentil, ni dur. Et il est dans une zone d'affirmation de soi, c'est-à-dire qu'à certains moments, il est cordial la plupart du temps, il a de l'empathie, il sait se mettre à la place des collaborateurs, il le montre. Et à d'autres moments, eh ben, quand il le faut, il est ferme. Et là, il fait preuve de courage. Alors, je terminerai là-dessus et je vous invite à nouveau à réagir. Allez-y. Autrement, je vous laisserai mes coordonnées et vous pourrez me joindre après. C'est-à-dire me passer un coup de fil, envoyer un SMS ou un mail. Et je vous répondrai. Ah, Renaud, comment appliquer la méthode directive à des collaborateurs de même niveau hiérarchique? Ah, ben, la question est tellement bonne, vous voyez, que ça me donne un temps de réflexion. Comment appliquer la méthode directive à des collaborateurs de même niveau hiérarchique? Ah, dans ces cas-là, une méthode directive avec des collaborateurs de même niveau, c'est exactement ce que je vais faire avec n'importe qui, des amis, des collègues, des parents, des conjoints. Hein. C'est être directif à ce moment-là, c'est être capable d'exprimer son point de vue, de donner son avis et aussi de dire non. Chaque fois que j'en ai le droit, chaque fois que j'en ai le pouvoir. Autrement, un collègue me demande quelque chose que je me dois lui refuser, je dis non, directement. Maintenant, être directif et imposer quelque chose à quelqu'un vis-à-vis duquel je n'ai aucun pouvoir, ça me paraît difficile. Je peux décider quelque chose si ça me concerne. Je peux dire, écoute, j'ai décidé de me retirer de telle action, si j'ai le droit. Et là, je le dis. Maintenant, dire à quelqu'un vis-à-vis de qui nous n'avons aucun pouvoir, j'ai décidé que tu vas faire ceci ou cela, je peux y aller à l'esbrouf. Ceci étant, ça risque de générer des réactions complètement différentes de ce qu'on souhaite. D'où aussi, question, suis-je en mes droits? Ai-je le pouvoir? Y a-t-il d'autres questions encore? Ah, alors je pose cette question car lui peut refuser la décision contrairement au cas précédent. Que faire? Effectivement, là, effectivement, si on est directif, on peut s'attendre aussi à ce que l'autre refuse. Si je n'ai pas le pouvoir, encore moins le droit, si je n'ai pas le pouvoir et que je suis directif, je prends mes risques. Et là, je dois m'apprêter à accepter que l'autre refuse. Alors, est-il possible de rester dans un statu quo où une décision doit être prise nécessairement? Écoutez, ça dépend de la situation. S'il faut prendre une décision et qu'on n'a pas le pouvoir et que l'autre a un avis différent, ben ça se négocie. Là, ça se discute. C'est pour ça aussi qu'il y a des négociations. J'ai pas le pouvoir, j'ai un objectif, je veux influencer, convaincre l'autre. C'est une autre stratégie. Une stratégie qu'on travaille dans d'autres formations qui sont des formations à la négociation. Maintenant, dans une négociation, mieux je connais mon interlocuteur, mieux je vais pouvoir aussi préparer des arguments qui vont coïncider aussi avec ses attentes. Et si je ne les connais pas, eh bien, je vais faire en sorte de les connaître. D'où m'intéresser à l'autre, lui poser des questions. Et mieux je le connais,
mieux je vais pouvoir trouver les arguments qui coïncident le mieux à ces attentes, en sachant que tout ne coïncide pas comme ça et qu'on est prêt à recevoir l'avis de l'autre et on en parle, on en discute. Ça se travaille aussi. D'autres questions? Ne faut-il pas passer par le niveau supérieur pour qu'il tranche à ce moment-là? Comment manager son comment manager son manager? Eh bien, ça précisément, c'est une séance, une séquence que nous travaillons dans toutes nos formations au management des hommes. Comment être efficace vis-à-vis du dessus? Alors, il y a des cas quand nous sommes en contradiction, voire en litige, voire en conflit. Eh bien, normalement, si c'est pas le manager qui intervient spontanément pour régler le conflit, ben, il faut l'inviter à réagir. Tout à fait. Il est rare que les conflits, quand il y a un vrai conflit, les gens se réunissent et trouvent d'eux-mêmes des solutions. Autrement, c'est une divergence de point de vue, c'est pas un vrai conflit. Ok. Mais dites-moi, il y a quelques besoins encore dans le management. On peut travailler à la négociation, la relation avec le supérieur hiérarchique. Ça peut nous donner des idées pour le futur aussi, si vous voulez. Bien. Y a-t-il d'autres questions encore? On a encore du temps. Quoique, je vérifie. Oui, on a encore 5 minutes, bien sûr. Alors, donc, comme vos questions et vos réactions, vous allez me les remonter après, si vous voulez. Donc, on va terminer. On va terminer. Qu'est-ce qui vient de se passer là? On est revenu en arrière. J'ai dû cliquer sur un truc. Voyons. Tac, tac, tac. Voyons. Alors, ça on l'a vu, ça. J'allais vous dire que je radote, je me répète. Mais non. Alors, de toute façon, je vais vous faire parvenir le PowerPoint, comme ça vous allez recevoir les idées clés de ce webinaire et ce sera un mémoire. Alors, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui vient de poser une question. Alors, je déroule ce truc, et je réponds à la question. Ah, oui, ok. Alors, comment rester directif après avoir fait une erreur lors d'une décision passée? Ah, ça c'est un autre point capital que nous travaillons en coaching ou en formation. Un manager qui s'est planté, eh bien plutôt que de mettre en place toute une stratégie pour que ça ne sache pas, ben, il vaut mieux le dire. Et je me suis trompé. C'est libérateur, on gagne du temps et on est plus crédible vis-à-vis des collaborateurs. Je me suis planté, je le dis. Le collaborateur, alors je peux vous dire que chaque fois que j'ai reconnu une erreur vis-à-vis d'un collaborateur, le peu que ce soit un nouveau collaborateur, j'ai toujours eu la même réaction. C'est bien la première fois que je vois un manager qui reconnaît son erreur. On marque des points positifs et en plus, les collaborateurs savent que pour eux-mêmes, ils ont le droit à l'erreur. Ça va les encourager à prendre des initiatives. S'ils savent qu'ils ne vont pas se faire tirer dessus à bout portant quand ils se plantent, ils oseront prendre des initiatives. Donc, je me suis planté, je le dis. Comment rester après avoir fait une erreur dans une décision passée? Okay. Mais quelquefois aussi, ça m'est déjà arrivé et quelqu'un me dit, oui, mais quand même, vous aviez décidé que, etc., etc. Je dis, oui, effectivement, c'était une mauvaise décision, je me suis planté. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, il faut corriger le tir. Je vous dis ça en quelques mots, en quelques secondes. Ça, quelquefois, ça prend plus de temps. Alors donc,
Vous avez, encore une fois, Renaud, si un niveau hiérarchique supérieur est en désaccord, peut-il être court-circuité et s'adresser au niveau encore au-dessus? Je ne parle pas de saboter le niveau en désaccord, mais de l'obliger à écouter avec plus de bonne foi. Supérieur est en désaccord. Est-ce que vous voulez dire par là qu'en tant que collaborateur, si votre manager n'est pas d'accord avec vous, c'est d'aller voir au-dessus? Ça laisse des traces. Moi, si je suis manager, je dis non à un collaborateur, j'annonce une décision qui ne lui convient pas. Premièrement, pour pouvoir faire ça, il faut être en accord avec son supérieur hiérarchique, pour être en ligne. Et si malgré ça, le collaborateur me court-circuite, j'ai confiance en mon supérieur hiérarchique qui va avoir la même position que la mienne. Ceci étant, après, je vois mon collaborateur et je lui dis, écoute, si tu veux qu'on continue à travailler et garder de bonnes relations, bien, j'apprécie que quand il y a des choses qui ne vont pas, tu t'adresses à moi et quand je t'annonce une décision, que tu évites d'aller au-dessus. D'abord, ça ne change rien et je trouve ça très désagréable. Bon. Je viens de le dire à chaud comme ça, en le préparant, on peut certainement le dire mieux. D'où aussi être efficace avec son supérieur hiérarchique, façon à être en ligne avec lui. D'accord. Ai-je répondu à votre question ou bien vous avez un complément? Ça va? Merci. OK. Alors, je terminerai pour vous dire que tout ce qu'on vient de travailler, on le travaille dans une formation en ligne. C'est le leadership en action online blended, où on peut travailler ça de chez soi, son bureau, à l'heure qu'on veut, avec des échanges forums, visioconférences comme maintenant, par exemple, et des séances de coaching. Voilà. Et donc, vous avez ici le lien, si vous voulez, un complément d'information. Voilà le contenu. Et mes coordonnées. Donc, vous avez mon mobile. Ensuite, ça se voit pas bien, mais dans le PowerPoint, vous le verrez. Il y a mon adresse email et l'adresse de mon site. Donc, je suis à votre disposition. Vos réactions sont les bienvenues. Et je vous dirai tout simplement que j'ai beaucoup apprécié votre réaction, l'intérêt que vous présentez au management des hommes, aussi à l'indulgence et à la patience que vous avez eue pour accepter tous les inconvénients de la première session et d'être revenu et d'assister jusqu'au bout. Alors, Jean-Marc, il dit, je te remercie. Et écoutez, je suis aussi flatté de votre intérêt. Et donc, bravo à tous et à très bientôt. À bientôt, au revoir.